Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, bonjour amis du web, bienvenue à vous. Merci de nous retrouver. Nous sommes au rendez-vous comme d'habitude chaque jeudi pour parler de l'actualité qui vous a marqué cette semaine. Un petit tour de table ce matin avec Tarek Hafid, responsable du site d'information Impact 24. Bonjour Tarek, merci d'être là. Il y a aussi le Qadi Hassen. Le Qadi Hassen, bonjour. Bonjour. Qadi Hassen qui est éditeur d'Interface Média, qui édite aussi Maghreb Émergent, un site d'information spécialisé en économie. Et puis Abed Sharaf, auteur, journaliste. Bonjour. Au rendez-vous, toujours. Merci d'être là, messieurs. Nous allons être rejoints dans un petit moment par Saïd Jafar. On va faire encore une fois un tour de table, même si l'actualité qui nous a marqué ça semble bien définie ce matin. Abed, peut-être as-tu une autre idée de ce qui s'est tramé cette semaine? C'est une information qui n'est pas encore confirmée, selon laquelle Chekib Khalil aurait été agressé dans la rue hier à Alger. C'est un dérapage. On peut pas si c'est vrai, on peut pas ne pas dire que c'est un dérapage. Mais c'est quand même. C'est une information qui a été confirmée. J'ai commencé par dire que ça, ouais. que c'est pas confirmé. Ouais, j'ai lu ça ce matin dans les réseaux sociaux. Bon, on en saura plus tard. Tarek. En fait, ces deux informations. La première, c'est déjà le crash de l'hélicoptère avec le décès de 12 soldats, c'est dramatique. C'est dramatique. Et puis, on a vraiment l'impression que les politiques ne réagissent pas dans pareille situation. Ça méritait réellement un deuil. Donc, voilà. Une autre information qui est passée inaperçue. Une enquête aussi, des détails. Oui, il y a une enquête, des détails, bien sûr. Et puis, une autre information, quand même, qui est assez intrigante, c'est la réunion qui s'est produite, une réunion secrète qui s'est produite hier, donc en marge de la conférence de Zeralda, et où de l'opposition. De l'opposition, à un certain moment, en fait, au moment du déjeuner, où Yahya est venu et a rencontré, oui, bien sûr, a rencontré des responsables de l'opposition. Voilà. Ah, ça je suis surprise d'entendre ça. Ouais. On va plonger directement dans le sujet, là. Oui, oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est un poisson d'avril avant l'heure, puisque demain, c'est le 1er avril. D'accord. On se disait bien que ça... Non, je trouve pas ça drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Non, si, ça peut... Non, parce que c'est... Bon. Alors, c'est pas drôle. Moi, il est très énervé aujourd'hui. Le fait de la semaine. Le fait de la semaine, pour moi, c'est un fait mondial qui a eu un retentissement personnel très fort sur moi. C'est ça. Je vais montrer à nos amis auditeurs. C'est la disparition de Johan Cruyff qui est décédé le jeudi après-midi, juste après le CPP. Il se passe beaucoup de choses. Ne montre pas la dernière page. Alors, il était le jeu. Alors, c'est pourquoi j'en parle. Johan Cruyff, c'est un élément planétaire en 2 mots. Johan Cruyff, c'est le meilleur joueur européen de tous les temps. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un homme qui s'est battu, qui est mort avec ses idées. C'est quelqu'un... Alors, pourquoi je parle de Johan Cruyff? Parce qu'avec Johan Cruyff, il est possible de changer le monde avec des idées. Le message, il est pour tout le monde. Ce sont des idées sur le football qui ont changé le football. Quand on a des idées fortes, qu'on est fidèle à ses idées, qu'on met toute sa passion dans ses idées, quand en plus on a le génie de Johan Cruyff, on peut changer quelque chose. Il a changé le jeu le plus populaire du monde. Il l'a rendu très attrayant. Les gens adorent regarder aujourd'hui le FC Barcelone. Le FC Barcelone, ce sont les idées de Johan Cruyff. Moi, les gens qui se battent jusqu'au bout, qui vivent leurs idées jusqu'au bout, ce sont mes idoles. Et j'ai perdu jeudi dernier ma plus grande idole. Bon. C'est magnifique ce qu'il vient de nous dire El Qadi Hassen. À quoi on joue en politique? À quoi on joue en politique et jusqu'où on va avec ces idées en politique? On va en parler parce que c'est le menu de ce matin. On va revenir sur ces 2 rencontres politiques, 2 événements. L'une qui s'est déroulée à la Coupole et qui a réuni les partis du pouvoir et des associations qui soutiennent le pouvoir et le président. Et puis l'autre qui a réuni l'opposition à Zeralda.
Alors, on va parler strictement de politique ce matin, si vous permettez. Il y a de quoi se réjouir, puisqu'on a toujours voulu parler politique aujourd'hui. Est-ce qu'on a la tête des gens réjouis? Parce qu'en fait, on parle de politique en Algérie. Voilà. Voilà. Tu es en train de plomber la discussion, parce que du coup, j'enchaîne en disant s'il y avait du contenu, finalement. C'est la question sur laquelle on va revenir. Y a-t-il du contenu dans ce qui s'est déroulé hier à Zeralda et à la Coupole? Je voudrais avoir d'abord votre sentiment général sur ces deux rencontres. Je disais tout à l'heure, en dehors du CPP, quand on est de l'extérieur, qu'on ne connaît pas trop ce pays, qu'on lit à peu près ce qui se passe, ce qui se dit dans la presse, dans la télévision publique, quelle idée on peut se faire, et qu'on n'a pas des idées arrêtées, quelle idée on peut se faire justement de ces forces politiques en Algérie? Déjà que le pouvoir prend très au sérieux l'opposition. Ici au Café Presse, on a un peu tendance à sous-estimer le processus de Zeralda. Moi, je fais partie des gens qui le prennent très au sérieux et qui fondent beaucoup d'espoir sur ce processus. Le pouvoir prend au sérieux l'opposition. Il a organisé un grand messe autour de Saadani, autour du FLN de Saadani, qui a complètement bloqué Alger-Ouest hier matin et qui a essayé de torpiller l'événement de Zeralda. Maintenant, peut-être qu'il y en a autour de cette table qui vont nous dire qu'il n'y avait pas à en faire autant, mais le fait est que il y a une vraie préoccupation, on veut perturber, chahuter le message. À mon avis, c'est une erreur. Le message d'une opposition qui est une opposition avec laquelle on peut traiter, qui est responsable, qui n'est pas délurée, qui a peut-être ses accès de radicalité dans le langage, mais qui sur le fond peut être une alternative pour construire le consensus que nous recherchons. Oui. Mais d'un côté, il y a des responsables de partis politiques, des personnalités qui se sont rencontrés à Zeralda, et de l'autre côté, il y a une sorte de grand carnaval où des journalistes ont été agressés. La veille, alors, parmi les organisateurs, il y a eu aussi des blessés parce que un des députés, entre autres Kleba, qui a ramené... député de Annaba et vice-président de l'Assemblée, qui a ramené des cars de... Alors, on dit que ce sont des videurs... de la région d'Annaba, et se sont battus avec des organisateurs ici à Alger. Donc c'était... Puis en plus, il n'y a pas réellement de discours politique, il n'y a pas eu de choses réellement consistantes à la Coupole. C'est un rassemblement du FLN de Saïdani. C'est même pas le FLN classique, c'est-à-dire que c'est vraiment le FLN de Saïdani, avec beaucoup de violence, avec... Voilà, une sorte de carnaval. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Abel? Est-ce qu'on est dans une démarche, quand on parle par exemple de la Coupole, est-ce qu'on est dans une démarche de l'État? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans une action de l'État qui cherche peut-être un soutien? Formellement, on est dans un schéma qui peut être très séduisant. On a l'opposition qui fait son show politique et médiatique, et on a un pouvoir, ou bien les partis pro-gouvernementaux qui font leur show. Donc formellement, c'est parfait. Sauf que ni les uns ni les autres ne représentent, j'allais dire, strictement rien. Ils ne représentent rien, ils n'ont pas de prise. Saadani c'est lui le parti majoritaire au Parlement. Il n'a strictement aucun poids sur la décision, ni économique, ni politique, rien. La décision se passe ailleurs. L'opposition n'arrive même pas à trouver un levier pour influer d'une manière quelconque sur les orientations politiques du pays. Et donc, on a des gens qui se battent, ils sont dans un endroit, et les choses se passent ailleurs. Le décalage est de plus en plus important. On peut le remarquer ailleurs aussi, sur le plan économique. Hier, il y avait quelqu'un qui dit, à la radio, nous avons toutes les belles lois. Le gouvernement a donné son accord pour un tas de décisions qui étaient revendiquées par le patronat, etc. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que l'administration, les partis n'ont plus de prise sur rien. La déconnexion est de plus en plus évidente.
On va essayer de rentrer un peu dans le détail. Bonjour Saïd. Saïd qui nous a rejoint ce matin. Je vais me retourner vers toi, Talq Hafid, parce qu'hier tu as assisté à la rencontre de Zeralda. Tu as une idée, tu parles de choses assez précises, notamment à la coupole. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, parce que les deux rencontres se sont déroulées, ont fini dans l'après-midi, en fin d'après-midi finalement. Qu'est-ce qu'il y a à en retenir? Alors bon, j'ai suivi très tôt le matin la rencontre de l'opposition. Déjà, ce que je retiens, c'est qu'en termes de participation, si on prend les partis politiques, à part le FFS, qui n'a pas souhaité y assister, sinon on retrouve quasiment tous les partis politiques. Autant ceux qui sont en gré que ceux qui ne le sont pas. Pour ce qui est des personnalités politiques, l'absence des anciens chefs de gouvernement, donc Rzali, Sifi et Hamrouch, Taleb aussi n'est pas venu. Mais sinon, forte présence de la société civile aussi. Zeralda. Et je pense que une seule journée n'aurait pas suffi, enfin ne suffisait pas pour une telle réunion. Sur 2 jours, je pense qu'il y aurait eu des débats quand même beaucoup plus intéressants parce que en fait, les intervenants n'avaient que 10 minutes pour leur discours. Et ça méritait quand même une deuxième journée. Ça, c'est à mon avis. En fait, Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le débat, à mon sens, était intéressant. On pouvait bien voir quand même la différence de point de vue sur... quand on entend Ali Yahya Abdenour et ensuite on entend Jabla, effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Mais ces gens-là sont quand même dans le même endroit et militent pour un objectif qui est le même. C'est-à-dire qu'il reste quand même un certain consensus sur le plan politique. On va parler, mais est-ce qu'il y a une déclaration politique? Il y a une déclaration politique. Et la déclaration politique, le point, je pense, le plus important, c'est l'appel lancé à toutes les personnalités, tous les partis politiques, toute la classe politique de rejoindre l'opposition. Ça, c'est un appel. Ensuite, c'est l'appel au pouvoir de tenir à l'écart l'institution militaire. Et un autre document a été adopté, c'est une charte d'engagement. C'est une sorte de code de bonne conduite qui impose donc aux membres de l'opposition, de l'IXO, certaines obligations et certaines règles. Et celle que je retiens, c'est le fait de ne pas négocier. C'est-à-dire aucun membre de l'IXO ne peut négocier seul avec le pouvoir. C'est-à-dire que toute négociation avec le pouvoir doit se faire dans ce cadre, dans le cadre de l'IXO. Ce qui est intéressant, c'est que la commission de rédaction de cette charte était dirigée par le MSP. Et je voudrais juste rappeler un événement, c'est que au mois de juillet dernier, c'est Moukri qui est parti rencontrer à la présidence Ouyahia pour essayer justement qu'il y ait un rapprochement de point de vue, essayer de négocier quelque chose. Et ça avait été très très mal pris parce que le jour même, le siège du parti de Benflis se tenait justement une réunion. Donc, il y avait une sorte de perception, et c'est une habitude chez le MSP, de vouloir un peu jouer un double jeu. Et là, le fait que ça soit une initiative quand même qui est en quelque sorte encadrée un peu par le MSP, je pense que c'est un élément qui est intéressant à prendre en compte. Voilà. C'est intéressant, cet aspect est intéressant. Moi, je retiens deux grandes choses dans cet événement et dans la façon dont il s'est dénoué. La première, c'est qu'il y a un processus qui a été mis en route donc tout de suite après l'élection de Bouteflika au 4e mandat, qui est stabilisé, qui se poursuit. On verra tout à l'heure pourquoi les anciens chefs de gouvernement, notamment M. Mouloud Hamrouch, n'ont pas été à cette réunion. Mais on va dire que l'essentiel des forces politiques organisées, constituées, ont été présentes et il y avait quelques renforts en cours de route. Bien. L'opposition achoppe sur un problème stratégique. Faut-il traiter avec le pouvoir en place ou faut-il considérer que le pouvoir est vacant? Dans le discours de M. Benflis, le plus important, on parle de hukm sharb, pouvoir vacant. Et donc toute la démarche est toute la démarche repose sur le fait qu'il n'y a pas de pouvoir en place. Et qu'il n'y a pas question de négocier avec lui. Voilà. Et on peut considérer que c'est un point de faiblesse de l'opposition aujourd'hui parce que justement,
justement, le même jour, se tient à la coupole un événement qui tente de dissiper, donc de cacher, de diluer l'événement de Zeralda, et qui est, bon, on pourra dire ce qu'on veut de Ammar Saïdani, qui Abed considère qu'il ne représente rien du tout. Je suis désolé, c'est celui autour duquel, sur le champ de l'expression politique, se cristallise l'expression du noyau dur du pouvoir. C'est autour d'Ammar Saïdani. Donc le pouvoir existe, il s'est manifesté à la coupole, il a dit ce qu'il avait à dire à la coupole, il a dit en gros que l'Algérie est en danger et que donc il n'y a rien à négocier. La priorité c'est de dresser un mur face au danger extérieur qu'on a tendance peut-être aussi à exagérer un peu trop dans le café presse, mais le fait est là. Je pense que la faiblesse est changer de position pour l'opposition aujourd'hui. Considérer qu'il faut traiter avec le pouvoir tel qu'il est, y compris avec son maillon le plus important, le président de la République, mal élu, illégitime, tout ce qu'on veut, mais qui est en place. Donc, ce serait venir sur les positions du FFS. Est-ce que c'était pour autant une raison suffisante pour que le FFS n'aille pas à Zeralda? Pour moi, c'est une erreur. C'est là, Saïd, qu'est-ce que tu en penses? C'est une démarche c'est pas une erreur du FFS, je peux le répondre tout de suite. C'est un choix, ce n'est pas une erreur. C'est un choix qui est fondé sur une analyse. Moi, je voudrais pas jeter la pierre aux gens de la CNLTD, mais ce que j'observe, c'est-à-dire que ce soit la réunion de la coupole ou la CNLTD, en fait, ce sont deux discours parallèles qui se rencontrent pas et qui rencontrent pas le pays, parce que dans cette semaine, au lieu de parler du danger extérieur, même s'ils sont en train de le mystifier, on a eu à Béchar quelque chose d'assez lourd. Ce sont des Algériens qui se sont attaqués sur des faits faux ou imaginaires ou réels sur toute une partie des migrants. Et ce comportement-là est totalement, c'est-à-dire pour les gens de notre âge, est totalement l'antithèse de ce qu'a été le mouvement national, de ce qu'ont été les valeurs du militantisme de l'Algérie. Et ça, c'est la réalité algérienne. Elle est très loin des politiques. Et cette réalité, c'est ça la menace. Elle n'est pas extérieure. La menace, elle est intérieure. Nous sommes dans un délitement de la société qui a besoin d'un engagement des gens, mais pas uniquement des politiques. C'est-à-dire, à la limite, les gens de la CNLTD, ils sont à plaindre. Il y a une sorte d'isolement total qui est en train de se mettre en place. Et peut-être qu'il faut interpeller tous les gens à réinventer l'engagement dans un pays qui va à volo au plan social. Juste une précision. Le cas de Béchar a été évoqué, dénoncé hier à Zeralda par le président de la LAD. C'est-à-dire que les participants hier à la réunion, à la conférence de Zeralda ne sont pas limités uniquement à la chose politique, c'est-à-dire qu'ils ont dénoncé même des faits aussi graves. C'est bien, mais moi je parle pas de ça, je parle que sur le fait que les Algériens sont totalement dépolitisés au sens que nous l'avions, nous, dans les années 70-80, et qu'ils sont dans des comportements de régression très profondes et qui sont inquiétantes. Et c'est ça, faire un communiqué ne suffit pas. Il faut réapprendre à aller vers les Algériens et recréer le lien. Tu es en train de parler de l'échec, justement, des politiques. Et l'échec de l'Algérie, c'est pas spécialement des politiques. À pouvoir peser dans la société, mais Hssen a parlé d'une alternative qui reste aujourd'hui peut-être la négociation avec le pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'opposition peut être prête à travers cette décision de ne pas y aller individuellement, mais peut-être de manière collective? Est-ce que c'est une démarche qui peut se faire? De quoi on parle? On parle d'une opposition qui a démarré il y a 2 ans. Zeralda 1. Faire de la politique, c'est 2 choses. C'est avoir un projet et développer les instruments pour concrétiser ce projet. Depuis 2 ans, le projet de l'opposition a reculé et en termes de moyens de concrétiser ce projet, elle a régressé. Point barre. Il y a 2 ans, l'opposition était plus forte. Aujourd'hui, aucun parti de l'opposition ne peut affirmer qu'il a avancé sur le plan organique, sur le plan des idées. Mieux, le pouvoir a avancé. On peut citer une des principales revendications de l'opposition, c'était la commission de surveillance des élections. Le président Bouteflika l'a mis dans la Constitution.
Voilà. Ils se sont battus pendant 2 ans pour un truc. Bouteflika a fait un texte, il a détruit cette revendication. Ils ne se rendent pas compte, et aujourd'hui, cette opposition, elle fait quoi? Elle fonctionne dans un impératif de fonctionnement. La CNLT, elle s'est réunie pour quoi faire? Parce que c'est une espèce de réunion organique juste pour dire qu'on s'est réunis. Mais autrement, entre mardi soir et jeudi matin, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans cette réunion de l'opposition? Une idée nouvelle, une organisation nouvelle, un truc nouveau. Alors qu'est-ce qui cloche dans la démarche? Pour appuyer ce que dit Abed, c'est-à-dire, c'est une opposition dont la stratégie fonctionne sur la base d'un accident éventuel au sein du pouvoir. Or, sauf cet accident qui relève du domaine de l'imprévu, le pouvoir s'est mis en place. Il considère que les institutions sont pérennes, il considère que rien ne pose problème, que le seul problème c'est l'opposition qui fait du bruit alors qu'il y a des menaces à l'extérieur. En fait, la gêne de l'opposition, c'est de se construire en fonction uniquement du pouvoir. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à une autre manière de parler à la société. Réfléchissons, qu'est-ce qui cloche dans cette démarche? Les défections, on les a vues. Il y en a eu encore cette fois. La réponse, elle est dans ce qu'a dit Saïd Jafar d'entrée. C'est-à-dire que Saïd Jafar reconnaît que les Algériens ont régressé politiquement et en même temps fait le reproche à l'opposition de ne pas être capable de construire de nouveaux projets. On ne construit pas de nouveaux projets sur un lit de WED qui est à rideau, où il se passe. Il faut qu'il y ait un peu de flux, qu'il y ait un peu de remontée de l'implication des citoyens dans la vie publique, au sens positif du terme, pour qu'on puisse faire de la politique. Et là, on va au-delà de la force des partis. La force des partis, les partis ne sont pas, y compris le FFS, n'est pas capable de mobiliser en Kabylie un minimum autour de questions minimales, parce que les Algériens sont ailleurs. Les Algériens sont ailleurs pour des raisons, on les connaît, les années Bouteflika, la dépolitisation, la redistribution de la rente. C'est aussi parce que ce sont des partis qui sont en crise, qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes de... Est-ce que la démarche de l'opposition est évidemment, elle est minimaliste. Ouais. Mais moi, je prends ce minimum. Je le prends pourquoi? Parce qu'entre une situation où on sait qu'on va aller vers une crise politique, on sait qu'il va y avoir à nouveau des émeutes, et où il n'y a pas de réponse, il va y avoir des émeutes, ça va bouger, ça va aller dans tous les sens, etc. Où il n'y a pas de réponse constituée. Et une situation où on a une réponse constituée, c'est celle de l'opposition, c'est avec un code de bonne conduite, pas une négociation collective, un code de changement, de respect des règles du changement démocratique, incluant aussi des partis qui le refusaient, etc. Quand on a cela, je me dis qu'on est mieux qu'en 88. En 88, il y avait Nzar avec ses chars dans les rues d'Alger, seulement. Et Ali Belhadj, alternativement, quelques jours après, dans la rue. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un cadre organisé qui va venir. Quand ça se passe en Tunisie, on dit que l'opposition tunisienne est intelligente et qu'elle essaie de construire des consensus. Quand ça se passe en Algérie, on dit que c'est un show politique. Je suis pas d'accord. Le FFS, à mon avis, la thèse du FFS, de vouloir créer ce consensus avec ce pouvoir, c'est fini, c'est terminé. On ne peut pas créer de consensus avec Saadani et Bouteflika. Ils ne le veulent pas. Donc il se passera des choses, effectivement, quand il y aura l'accident. L'accident, on ne sait pas comment il va avoir lieu. Ça peut être un accident de santé. Ça peut être des gens qui s'en prennent à Khalil dans la rue, comme c'est arrivé, Abed nous l'a dit en début d'émission, et ça déborde en émeute après, ailleurs. On ne sait pas comment ça peut. Ça va peut-être pas arriver la semaine prochaine, mais l'opposition est là pour proposer des alternatives. Nous n'avions pas ça les années passées. Nous ne l'avions pas. L'opposition ne propose pas des alternatives. L'opposition n'est pas minimaliste. L'opposition est à côté. C'est ça le problème. Elle est à côté. Si elle était minimaliste et qu'il y avait un point de départ et qu'on peut vérifier des étapes qui sont franchies, ça serait formidable. Je peux te citer des étapes qui ont été franchies. Attends, tu vas parler 10 minutes. Non, c'est pas le cas. Elle est à côté. L'opposition, il y a un agenda dans le pays, on en a suffisamment parlé, c'est l'agenda du président Bouteflika. L'opposition s'est psychologiquement installée dans cet agenda et elle attend. Pour le pouvoir, pour le président Bouteflika, il faut créer un espace jusqu'à la décision suprême. Pour l'opposition, il faut créer un espace parce qu'on est dans la même perspective. C'est ça qui domine la vie politique et qui la paralyse en plus. Moi, ce que je voudrais ajouter, ce n'est pas une affaire de parti. Ça concerne toutes les élites. Il y a un problème
dans la société algérienne, ça ne concerne pas que les partis. C'est-à-dire, moi, je me dis que ceux qui ont de l'instruction ont quand même un devoir dans ce pays. Ils doivent faire leur boulot, parler aux gens, faire le minimum. Il faut réinventer l'engagement, qui n'est pas nécessairement dans un parti, mais il faut vraiment le réinventer. La menace est interne, elle n'est pas externe. Sauf, on est beaucoup plus bas que ça. La situation est beaucoup plus grave que de réinventer l'engagement. C'est avoir des réactions normales, de gens normaux. Rappelez-vous, la semaine passée, Cheikh Ibrahim est revenu. Il ne s'est strictement rien passé. C'est comme psychologiquement, j'ai rencontré des gens qui étaient totalement abattus, mais il n'y a eu aucune réaction sérieuse dans le pays. On est beaucoup plus bas que ce qu'on dit. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais quand même qu'on reste sur cette démarche de l'opposition et sur ce qu'elle propose. Rien ne dit aujourd'hui que cette opposition ensemble ne va pas évoluer vers autre chose, vers une négociation peut-être collective avec le pouvoir. Il faut l'espérer. On ne peut que l'espérer, c'est tout. Il faut que le pouvoir... C'est la seule alternative. C'est-à-dire ce que disait Hassan, le FFS demande le consensus dans une négociation avec le pouvoir. La CNLTD ne fait pas autre chose. À la différence près qu'elle pose certains qu'elle a posés, elle les a oubliés. À un moment, c'était élection présidentielle anticipée, etc. Elle les a oubliés. Elle posait des conditions qui rendaient la possibilité d'une discussion avec le pouvoir quasiment impossible. Et donc, on en est là. Le problème... Les partis ont un problème, mais le pays a un problème aussi grave, beaucoup plus grave. On peut parler des défections. Hier, on a dit la semaine dernière que Hamrouche, il devait... Il a dit non. Oui, j'avais cité le Khabar qui avait une information apparemment sûre, mais... La veille, il a annoncé aux organisateurs qu'il ne viendrait pas. Donc c'était mardi après-midi. Sifi et Rzali est-ce que je peux vous dire que c'est faux, que c'est complètement faux? C'est l'information que j'ai eue sur place. C'est-à-dire auprès d'un cadre de Djil Jadid. C'est tombé, voilà. Oui, mais bon, je dis ça. Oui. C'est n'importe quoi. Hamrouche a dit à Sétif, la semaine d'avant, il a dit, ce pouvoir, visiblement, aujourd'hui n'est pas en mesure d'apporter l'alternative. Il a dit les instruments qui sont nés pendant la crise sont disqualifiés pour apporter des solutions à la crise. Voilà. Les instruments, il parlait de Zeralda. Oui, entre autres. Donc il ne pouvait pas y aller. C'est clair. C'est lui qui décide de les disqualifier ou c'est les événements? C'est son point de vue, c'est son analyse. Il ne participe pas. Anna, sincèrement, je suis en train de me poser la question depuis quelque temps. Est-ce que Hamrouche n'aurait pas dû lancer un parti politique? Vieille question, elle n'est pas nouvelle. Est-ce que... Oui, non, mais je me la pose... C'est-à-dire, quand on voit la démarche de Benflis, de lancer une structure, d'avoir des cadres, d'être présent dans toutes les wilayas, d'être présent à l'étranger, je pense que si on fait le constat avec ce qui s'est passé au lendemain des élections présidentielles, on sent quand même que le gars est en train d'avancer. Par contre... Abed Sharif pense qu'il régresse. Alors, par contre, si on voit Hamrouche avec ce qu'il représente, c'est énorme. Et s'il avait peut-être suivi la même démarche, on aurait quand même deux grands, je pense, au sein de l'opposition, deux grands partis politiques. Après tout, même si les tendances sont quasiment les mêmes, même s'ils sont issus du même parti politique. Tout le monde est d'accord. J'avais envie d'aller sur un autre sujet qui me choque plus, de revenir sur un autre sujet. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est fait, c'est bon. Que Saadani a réhabilité Cheikh Ibrahim. Saadani, c'est le patron du FLN. Il a réhabilité, il n'a pas été condamné. Il nous dit que c'est un homme intègre et brillant. Il le dit à tous les Algériens dans une espèce de message de défi. Il regarde les Algériens en face, il leur dit, voilà ce que je pense. Ali Haddad, le symbole du nouveau patronat, dit la même chose. Ce discours, moi je trouve que c'est un discours qui est très violent,
vis-à-vis des Algériens. C'est ce que je pensais, t'as botté un touche. Et je me demande jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où peut aller cette violence. Quelle est la capacité de la société algérienne à subir les coups? Et pas uniquement la société, les appareils de l'État algérien. Saïd Eni a encore parlé de rétablir chez Kiprim. Le célèbre DRS, l'armée qui reste quand même la base sociale du pouvoir. Jusqu'à quand elle va assumer ce discours? On va reparler. Vous n'avez pas voulu parler des défections. Vous ne voulez pas revenir sur les défections de ces personnalités qui pourraient être importantes. Pourquoi tu parles de défections? Parce que ils ont fait une analyse. Laisse-moi rappeler un petit élément. Le FFS n'y était pas. Le RCD n'a été représenté que par, n'était même pas représenté par son secrétaire général. Des personnalités politiques qui sont au devant de la scène, qui ont été au devant de la scène pendant tous ces mois et qui nous rappellent à quel point ce pouvoir est laxiste et à quel point nous avons régressé ces dernières années, n'ont pas été capables de pouvoir se réunir au sein d'une opposition qui pourrait être une alternative aujourd'hui à trouver une solution. Vous ne voulez pas en parler? Mais non, j'ai envie de dire que ça n'a aucune importance. Quelle est la principale décision? C'est de dire aux gens, attention, il ne faut pas négocier individuellement avec le pouvoir. Non, ça c'est le code. La principale décision, c'est dire rejoignez-nous, allons tous, l'opposition. Après, on s'organisera, mais au moins qu'on puisse. Ce n'est pas une décision, c'est un vœu. C'est un vœu. Oui, bien sûr. Écoute, des gens qui se réunissent pour discuter. Attention, on ne peut pas aller dans une réunion politique pour ça. C'est pas possible. En plus, la notion de défection est déplacée. C'est des gens qui n'ont pas été enrôlés dans un parti. C'est des personnalités qui font des analyses, qui jugent, qui apprécient. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord, bien sûr. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec Hamrouche, mais on ne peut pas dire que c'est une défection. Il fait ce qu'il estime nécessaire. Et il y a une explication. Le porte-parole de la réunion d'hier, le président de séance, M. Abdelaziz Rahabi, a déclaré à la presse, justement en réponse à des questions sur les absences, on n'a pas parlé de défection, que la tendance aujourd'hui, c'est en train de devenir une organisation de partis constitués. Et c'est vrai. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des troupes, qui peuvent aller aux élections, qui ont une représentation nationale, etc. Donc, de facto, par rapport à la première réunion, il y a une évolution. Ça répond à la question de Tariq par rapport à Mouloud Hamrouche. Il y a deux démarches différentes. Celle de Benflis, qui a beaucoup progressé depuis juillet 2014 et aujourd'hui, parce que Tala El Hurriyat aujourd'hui est présent effectivement partout et très pesant dans le débat, au moins sur les réseaux sociaux, mais il y a tous les week-ends des réunions à travers le pays. Cette démarche-là qui était invalidante entre guillemets dans l'Algérie d'avant, dans l'Algérie du DRS tout puissant et dans l'Algérie de Bouteflika tout puissant. Est-ce que c'est pas la démarche moderne de demain dans l'Algérie où il y aura plus le DRS tout puissant, et dans l'Algérie où Bouteflika ne sera plus là. Est-ce que c'est pas quand même avec des partis politiques? C'est autre chose. C'est autre chose. Donc construire des partis politiques aujourd'hui, ça peut faire sens dans le contexte politique d'aujourd'hui. Nous parlons d'aujourd'hui, pas du moment où ni Bouteflika ni le DRS ne seront là. C'est un autre monde, ça. C'est un autre pays. Pour le moment, tu parles d'un autre pays. Même s'il a changé de nom. Alors, on va continuer notre débat dans un petit moment. Une toute petite pause et on revient. À tout de suite. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Voilà, vous êtes là, nous aussi. On va continuer notre débat ce matin au CPP autour de l'actualité politique de la semaine.
On a cassé du sucre sur le dos de l'opposition. Pendant cette première demi-heure, le pouvoir ne va pas mieux. Le pouvoir ne va pas mieux. J'ai adoré ton poisson d'avril tout à l'heure. Il y avait quelque chose de vrai dedans. Yahya ne va pas très bien en ce moment. En tout cas, pas au point d'aller. Pas au point d'aller. Non. En fait, c'est une sorte d'ironie du sort où Yahya fait partie des gens qui, dans la politique un peu froide, mise en œuvre, fait partie de ceux qui, dans le langage du FMI, on dit qu'ils ont créé l'insécurité juridique pour l'investissement. Là, il y a l'insécurité politique pour le personnel du régime. C'est-à-dire, ils sont en train de bouffer un à un les gens qu'ils avaient préparés éventuellement pour être l'après-Bouteflika. Il les a cités, Abd, dans son article aujourd'hui, je te précède. Il les a cités, Belkhadem, etc. Et maintenant, c'est le tour de Ouyahia. Donc, on a un régime qui n'arrive même plus à fabriquer des possibilités de ses propres changements dans le personnel. Et c'est très intéressant. Ces divergences au sein des membres de la coalition, j'allais dire, présidentielle, c'est en vue de quoi? D'échéance électorale, on peut le comprendre comme ça? Oui, en fait, mais... Tu parles donc des déclarations de Saadani à propos de Ouyahia. Il y a beaucoup de choses qui sont qu'on peut y mettre. La première, c'est que ça va être la nouvelle vie politique du pays. Ça va être le grand duel, la vie politique du pays telle que le président Bouteflika veut l'organiser. Ça va être deux grands pôles, FLN et RND, qui vont se faire la guerre tout le temps, alors que tous les pouvoirs sont entre les mains du président Bouteflika et que personne ne va en parler. Ça, c'est sur le plan formel. Donc, le combat de coq, dirait Mahdi. Le combat de coq. Donc, le combat de coq va être lancé au Parlement. Ça va très fort, ça va être hard. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, tous ces gens-là, en fait, y compris l'opposition dont parlait Ihsan tout à l'heure, il me donne l'impression d'être... ce sont des gens qui sont dans la cour d'une prison et ils vont jouer un match de basket. Et donc, ils mobilisent tous les prisonniers. Il y a une passion formidable autour des deux équipes. Il y a un incident. Ça se termine, y compris par une bagarre générale entre les prisonniers. Et puis, à la fin de la journée, chacun rentre dans sa cellule. Rien ne change. Dans ce que fait Ouyahia, dans ce que fait Saadani, dans ce que fait l'opposition, finalement, ça n'a pas d'impact sur la vie politique, économique, institutionnelle du pays. Est-ce que je peux dire que je ne suis pas d'accord? Oui, je t'en prie. Heureusement. Moi, je pense que ce que disait Abd aurait eu du sens avant juin 2014, c'est-à-dire avant le contre-choc pétrolier. Dans le contexte du contre-choc pétrolier, il y a de nouvelles contraintes qui sont en train de s'instaurer, qui essaient d'arbitrer d'une certaine façon, bien ou mal, plutôt mal, Abdelmalek Sellal, au poste de Premier ministre, et dans le principal effet est un peu le changement de modèle, parce qu'on parle d'un nouveau modèle que va nous proposer le Premier ministre, un nouveau modèle économique en avril prochain, voilà, à partir de demain. La première filière à trinquer, de facto, c'est la filière des importateurs. Il y a une grosse pression sur l'importation. On l'a réduit, on a renchéri la devise, etc. C'est une filière qui est en train de se sinistrer. Ça devient très dur. Le FLN de Saadani, c'est le premier lobby des importateurs. C'est spectaculaire dans l'entourage de Saadani. Vous avez tous noté qu'il y a une campagne féroce contre le gouverneur de la Banque d'Algérie, qui est conduite par les gens du FLN. Par Saadani aussi. Par Saadani aussi. On a décidé, on ne peut pas dire que c'est Bouteflika, c'est plus difficile de dire que c'est celle-là. On dit que c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie qui est en train d'affaiblir le dinar, qui est en train de tout saccager. Et en fait, ce qui est ciblé, ce sont les mesures, toutes les mesures, y compris celles qui touchent les banques, dans la prédomiciliation pour importer, toute une série de mesures de protection du secteur. On ne dit pas c'est le ministre du Commerce. Bien.
L'autre tête, c'est Saadani, parce que le RND essaie de continuer à représenter une certaine forme de rationalité de l'État dans le style de Ouyahia. Il faut rationaliser, on rationalise. Il faut couper les importations, on coupe. Et moi, je pense qu'il y a une vraie ligne de fracture dans les intéressants des intérêts trébuchants, son nom est trébuchant, qui fait que ça a pris cette tournure cassante. Bien plus que toutes les autres lignes de fracture. C'est pas parce que Yahya veut être président. C'est pas parce que Yahya veut être président. Sur les enjeux, je suis assez d'accord. J'approuve pleinement sur les enjeux économiques qu'il y a derrière ces conflits. Qui donne une explication concrète. Mais si on revient à ce qui s'est dit hier à la Coupole ou à Zeralda, ces thèmes étaient totalement absents. C'est ça, quand je dis que ces rencontres n'ont pas de prise sur le réel, c'est de ça que je parle. Est-ce que, pour revenir à Ahmed Yahya, qui est aujourd'hui le chef de cabinet du président de la République, son départ justifierait-il un remaniement du gouvernement? Et je me demande si c'est parce qu'il veut être président. Moi, je voudrais revenir un peu sur le conflit. Yahya Saïdani. On n'en est pas sorti. Hein. Non, mais je veux dire la confrontation. Je pense que ce qui est intéressant, oui, bien sûr, ce qu'on va... Alors, hier, déjà, je voudrais donner un élément, c'est que hier, c'est vrai que Yahya n'était pas à la Coupole, mais il y avait des cadres du RND qui étaient à la Coupole. Et c'était essentiellement des cadres du RND... dissidents, pas dissidents, mais en tout cas qui... parce que normalement, théoriquement, il n'y a plus de dissidence au sein du RND, mais en tout cas, ce sont ceux qui ont participé activement à l'éjecter, c'était en janvier 2013, c'est ça? Mais ce n'est pas le RND qui était représenté. Ah si, tu as des cadres du RND qui ont des postes politiques. Zitouni. Aujourd'hui, directeur général de la SAFEX. Donc, ce sont quand même des personnalités du RND. Il y a cet élément. Deuxième élément, il faut revenir un peu à ce qu'a subi Yahya ces 3 dernières années. Donc, lâché par Toufer et par Bouteflika, il a été éjecté du RND, mais d'une façon ignoble. Donc, à Toufer, c'est lui qui a lâché Toufer. Bon, mais en tout cas, lâché, bon, quoi qu'il en soit. Il est revenu. Il revient. Mais il revient, on va dire, pas par la grande porte. Puisque obligé, lui qui avait des prétentions, à partir de 2012, il disait que clairement qu'il pourrait se présenter à l'élection présidentielle 2014. Il a dit. Si Bouteflika n'est pas candidat. Donc, il a toujours dit ça. Oui, si Bouteflika n'est pas candidat. Si Bouteflika n'est pas candidat et si... Bouteflika n'a pas eu l'intelligence de dire la même chose. Non, je veux dire, s'il a la capacité aussi, il avait dit, s'il n'est pas malade et qu'il se... Donc, il avait fait clairement, il avait annoncé. Il revient, mais il revient quand même avec un poste politique plutôt, pas réellement politique, mais de directeur. Grand chambellan. Grand chambellan donc, à la présidence. Et il revient au RND, mais d'une façon, il est encore très très fragile parce que l'homme fort du RND, ça reste Bouchouareb. Bouchouareb, c'est l'homme fort au sein du gouvernement, mais ça reste aussi l'homme fort au sein du RND. Autre chose, si Saïdani attaque, il ne ménage pas du tout Yahya, c'est parce qu'il sait que Yahya a encore une fois se place pour 2019 ou peut-être même avant. Saïdani a annoncé il y a dans un de ses derniers discours que le FLN présenterait 100 candidats à la future élection présidentielle. Donc les deux hommes... Ça ne se ferait pas donc sur le dos du FLN. Mais je voudrais aussi rajouter un élément qui est important de relever, c'est que si Cheikh Ebrahim traîne de grosses casseroles, Saïdani aussi, parce que l'affaire de la GCA existe toujours. Et la personne qui a déclenché l'enquête de l'IGF, c'est Yahya. Donc, Yahya, le dossier de la GCA... On peut rappeler ce que c'est la GCA. Alors, c'est un général des concessions agricoles. C'est une dilapidation de plusieurs milliards de dinars. Le dossier n'a jamais été... Le dossier, il y a d'importants dans le dossier de l'IGF des noms de personnalités politiques, de magistrats sans citer, d'hommes d'affaires. C'est un dossier qui est toujours pendant au niveau de la justice et qui est traité d'une façon... c'est-à-dire que si Sonatrach 1 et 2, et puis toutes les autres affaires de Sonatrach ont été plus ou moins abouti, celui de la GCA, pas du tout. Et ça reste une épée de Damoclès sur la tête de Saïdani et
l'épée est entre les mains de Ouihia. Voilà. Les jours d'Ahmed Ouihia sont comptés. Enfin, elle est actuellement entre les mains d'Ouihia. Toujours, le dossier de l'IGF, moi je l'ai vu de loin sur le bureau d'un ministre, d'un ancien ministre de l'Agriculture. C'est 2 volumes comme ça avec 5 CD. C'est énorme. C'est-à-dire, elle est sur le bureau d'Ouihia ou bien quelque part dans la justice. En tout cas, quand on dit entre les mains d'Ouihia, il faut être précis. Qu'est-ce que ça change? Entre les mains de la justice, c'est une révélation. Est-ce que c'est Ouihia qui actionne aujourd'hui la justice? On n'est pas très sûr. Il suffirait de prendre les quelques pages, le chapitre où Saïdani est cité, d'organiser des fuites la presse pour que tout redémarre. Est-ce qu'il est réellement un obstacle? Est-ce qu'il est réellement un obstacle aujourd'hui pour le pouvoir? Saïdani vous dit Khalil est un homme formidable. Mais il est dans la même situation que Khalil. Il défend Khalil, justement, c'est pour se défendre lui. Voilà. Parce qu'ils ont exactement le même statut. Voilà. Donc voilà, il faudrait ajouter quand même qu'Ouihia, c'est aussi le DRS, c'est Toufir, c'est les gens vieillistes qui sont en train de plus en plus d'être carrément mis presque non pas au bon des accusés. Je ne pense pas qu'Ouihia soit encore sous cette chapelle. Alors, j'aimerais entendre quand même M. Abed Sherif dire. Tout à l'heure, il a dit l'opposition depuis 2014 a régressé. Nous dire est-ce que le pouvoir, lui aussi, a régressé depuis le 4e mandat? Parce que quand je vois ce champ de bataille qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure. Alors, je peux te donner une idée sur l'évolution du pouvoir. Il y a un sommet sur la sécurité nucléaire qui se tient à Washington. Avec celle-là, les ministres Khabri. L'Algérie est représentée par M. Abdelmalek Sellal et par un ministre qui n'existe pas. Alors que, en principe, c'est un sujet qui devrait être au cœur du pouvoir. Le nucléaire. L'Algérie devient un pays intermédiaire dans le sens démographie, puissance économique, militaire, etc. C'est un pays, ce n'est plus un petit pays, mais ce n'est pas encore un grand pays. C'est un pays qui est dans la phase où il doit entrer dans certains secteurs qui sont consacrés pour les grands pays, type l'aviation, le nucléaire, etc. L'Algérie devrait y entrer dans les 10-15 prochaines années, et sérieusement. Et elle y va avec Sellal et M. Khabri. Ça, c'est le pouvoir. Donc là, le pouvoir, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien à dire. Okay, on va. Ben oui, de toute façon, Saïdani ne l'a pas exclu. Il a dit encore qu'il n'était pas exclu qu'il revienne aux affaires de l'État. C'est peut-être pour ça aussi. Est-ce qu'il va revenir comme directeur de cabinet du président Bouteflika si on veut éjecter Ouihia? Là, on aurait le grand chambellan à ça. Ça serait pas. Parce que Ouihia n'est pas le grand chambellan. Ça serait assez logique, dans la posture de Belkhir. Ça serait cohérent. On serait dans le scénario brésilien de Dilma Rousseff avec le président Lula, mais en moins vertueux. Beaucoup moins. Oui, juste un peu pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est Bouteflika qui tire les clés de tout ça? Moi, je me suis posé la question. Je l'ai posée à M. Hérault. Cette semaine, on a été reçu par le ministre des Affaires étrangères. Il fallait commencer par là, le CCP, il fallait commencer par là. La réponse d'Hérault? J'ai posé la question. Moi, je ne rate jamais l'occasion, enfin, à chaque fois que j'ai la possibilité de la poser à des autorités françaises qui sont un peu plus supposé être crédible dans le compte-rendu sur l'état de santé du président. Attention, ce que tu dis est entendu. Hein. Oui. Tu as parlé du ministre des Affaires étrangères du Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères en a parlé à Hérault. Et la question du Sahara occidental a bien été. Parce qu'on est dans la semaine. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois. Donc j'ai pas eu à poser cette question. Parce que d'habitude je la pose. Donc j'ai demandé des nouvelles, M. Bouteflika, M. Hérault. Comment avez-vous trouvé notre président? Et il a utilisé en première instance, la première phrase qu'il a utilisée, je l'ai trouvé très courageux. Très courageux. Comment vous interprétez ça, très courageux? C'est-à-dire qu'il aurait dû être ailleurs, sous la couette, un peu tranquille, et qu'il est là, donc il a beaucoup de courage. En fait, c'est un recul par rapport à la critique. Donc c'est quand même ma question, c'était, est-ce que réellement il tire les baguettes de tout ça? Parce qu'Abed a changé de point de vue sur la question. Il dit, on sait que tous les pouvoirs sont concentrés chez Bouteflika. En février 2014, quand on a démarré le CCPP, c'était pas du tout le cas. Non, Abed dit, Fabius avait dit, il fonctionne encore, ou il fonctionne bien. La question lui avait été posée. Non, question de détail. Je dis que la Constitution met tous les pouvoirs entre les mains du président Bouteflika. Ouais. Mais aujourd'hui, plus que jamais, se pose une question centrale.
Benflis a apporté une réponse. Est-ce qu'elle est bonne? C'est pas le lieu de trancher ou là où se trouve le pouvoir aujourd'hui. Et toutes les analyses, ce que fait l'opposition, ce qu'essaye de faire l'opposition, toutes les analyses, est-ce que ne sont pas faussées parce que nous n'avons pas la bonne réponse? Si le pouvoir, si on prend l'hypothèse, il y a une farfelue, je ne sais pas, est-ce que c'est pas Tartag aujourd'hui le noyau du pouvoir? Si ça serait le cas, toutes les hypothèses, toutes les analyses et toutes les actions politiques perdent leur sens, leur comment on dit, leur opportunité ou leur pertinence. Sans aller peut-être plus loin, je crois que l'image de la coupole, c'est je suis en détresse et j'ai besoin de soutien. C'est à mon sens l'image, le pouvoir. Je suis en détresse et j'ai besoin de soutien. Et quel autre message cette rencontre de la coupole peut-elle renvoyer? Bien sûr. On peut le lire comme ça. Ce n'est pas un signe de sécurité de force. C'est en même temps, c'est pas du politique. C'est une sorte de forfanterie qui vient de s'exprimer par. On n'est pas vraiment dans le politique. Non, c'est pas ça. Moi, je dis, c'est pas ça. Si c'était vrai, les gens du pouvoir, ils seraient allés en rang serré. Tu aurais eu Yahya, Amara Ben Younes, tout le monde aurait été là. Pas après les insultes de Saïdani. Oui, mais Hassan, si c'était le cas, Saïdani n'aurait rien dit sur Yahya, il aurait tenu un langage différent et tout le monde serait allé en ordre. Pour terminer sur cette guerre des mots, j'allais dire, parce que pour l'instant ce n'est que ça, est-ce que ça peut avoir une incidence? Est-ce que ça peut aboutir ou nous ramener vers des élections peut-être, vers des affaires de justice, vers des choses plus concrètes qu'une guerre ça ne ramène nulle part. Ça ne ramène nulle part. C'est entre les mains. Yahya pourrait partir, par exemple. Dit, formellement, c'est entre les mains de Bouteflika. Concrètement, on ne sait pas qui exerce le pouvoir dans ce pays-là. C'est une vraie question. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui a fait une boutade en disant les Européens n'arrêtent pas de venir en Algérie. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est du contrôle continu. C'est-à-dire, on vient vérifier que ça se passe bien là. Voilà. Et donc, on a un grand problème au plan de l'identification du lieu du pouvoir. Alors, sur cette question-là, on avait plus ou moins esquissé un pronostic ici, enfin pas tous, mais c'est même, je crois, que Ben Hadid qui l'avait laissé entendre. Le prochain après Taoufik, ce serait le général Gaïd Salah, parce qu'il allait s'opposer à la solution familiale. C'était le point de vue de Ben Hadid. Et donc, ce serait le prochain qui sauterait, d'autant qu'il a fini de servir comme tête de bouclier pour tête de bélier pour se débarrasser du DRS. Bah, moi, je peux noter, Abd évoque, je pense que c'est de la provocation en disant est-ce qu'on ne s'est pas trompé, est-ce que c'est pas Tartag? Moi, je note quand même que le général-major Gaïd Salah a consolidé sa position. Je trouve qu'il est moins fragile qu'il y a quelques mois, notamment parce qu'il y a ces risques extérieurs qui existent, ça recentre. Et donc, le maillon qui devait sauter, dont on disait qu'il serait le suivant, c'est en train de se déplacer plutôt vers Ahmed Yahya. Mais et si on était dans l'installation d'un autre dispositif? Après tout, on est pratiquement à la moitié du 4e mandat. Et le 5e mandat commence à se préparer pendant la 2e partie du 4e mandat. 5e mandat. Donc, c'est la thèse il n'a pas suivi tous les épisodes du CPP, donc on le met à jour. Si c'est ce dispositif qui se met en place aujourd'hui avec élimination de Yahya, c'est épisodique, il ne faut pas oublier que Yahya a été éjecté et ramené. C'est pas l'événement. C'est pas l'événement. Est-ce que c'est... Non, c'est trop méchant, je n'ai pas dit. Donc, il a été éjecté et ramené avec une facilité extraordinaire. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on demande son départ, ce n'est pas un événement. Mais je pense qu'il faut surveiller d'ici la fin de l'année. Le dispositif qui se met en place, c'est vraiment soit celui du 5e mandat, soit celui de la succession. Pour le rassurer un petit peu. Le dispositif qui se mettrait en place, est-ce qu'il verrait peut-être la disparition du RND au profit du FLN? C'est pas très sûr. C'est pas exclu. Le RND représente quelque chose dans la technostructure de l'État. Il représente toujours. C'était une forme de vision étatiste,
bureaucratique, etc., qui existe, qui a toujours existé, et bon, qui affaiblit actuellement, mais avec la crise, comme disait Hassan, elle peut se renforcer. Voilà. Bon, voilà, c'est fini. Je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et on parlera politique cette fois, on l'espère.